Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de peinture, et donc aujourd'hui je vais vous commenter ce tableau d'Eugène Delacroix qui s'intitule La liberté guidant le peuple. C'est une œuvre très célèbre pour les Français bien sûr, mais pas seulement. Elle est connue mondialement comme représentation, comme illustration des révolutions populaires depuis le XIXe siècle, et parfois à tel point qu'il y a un petit contresens ou anachronisme qui est fait, puisqu'on pourrait penser que c'est une représentation de la Révolution française de 1789, alors que le tableau date de 1830 et qu'il est en fait une représentation de la Révolution de 1830. Pour faire un peu d'histoire, pour situer le contexte, vous savez que politiquement, la France a été très instable durant le XIXe siècle. Après la chute de l'Empire de Napoléon, définitive en 1815, la monarchie est restaurée, ce qu'on a appelé donc la Restauration, et la famille des Bourbons, avec Louis XVIII, puis Charles X, qui avait été en exil pendant la Révolution et l'Empire, revient sur le trône. Et cette restauration va tenter politiquement, dans la mesure du possible, de revenir le plus possible à l'ancien régime d'avant la Révolution, sans bien sûr y parvenir, puisqu'elle rencontre une opposition forte de ce qu'on appelait à l'époque les libéraux, qui étaient ceux qui voulaient des libertés publiques, un encadrement du pouvoir royal et une politique moins conservatrice. Et la tension politique devient si forte qu'en 1830, en juillet 1830, une maladresse politique de Charles X provoque un embrasement populaire à Paris pendant 3 jours, qu'on a surnommé après les Trois Glorieuses, fin juillet 1830, qui entraîne la chute définitive, cette fois, de la monarchie de l'Ancien Régime. Et ce régime va être remplacé par un nouveau roi, Louis-Philippe, qui est d'une autre branche de la famille des Bourbons, qui va diriger un régime s'apparentant plus à une monarchie constitutionnelle sur le modèle anglais de l'époque. Et ce régime va durer jusqu'en 1848 avec, là encore, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, un nouveau renversement qui donnera naissance à la Deuxième République. Donc là, on se situe en 1830 et cette œuvre représente l'embrasement des Trois Glorieuses et elle est peinte par Delacroix dans les mois qui suivent cet événement, à chaud donc, et elle est présentée l'année suivante, en 1831, dans ce qu'on appelait le Salon, qui était une exposition annuelle où les peintres pouvaient présenter et vendre leurs œuvres. C'était un événement culturel, officiel, extrêmement important pour la vie artistique et culturelle de l'époque. Et ce tableau, en 1831, va être acheté par le gouvernement français
donc le nouveau gouvernement, parce qu'il glorifie bien sûr la chute du régime précédent, mais pour autant il est jugé relativement violent politiquement, si bien qu'il ne va pas être exposé, et il est également artistiquement, esthétiquement, l'objet d'une controverse, parce que par son style, par l'exacerbation des attitudes, par certains détails esthétiques, comme la représentation de ces morts au premier plan, avec une chair blafarde, un peu verdâtre, et également par ce personnage féminin, et ça je vais y revenir. Il ne correspond pas du tout au canon de la peinture de l'époque, et il est beaucoup influencé par un autre tableau qui est le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, peint par Géricault 10 ans auparavant, est considéré comme un des manifestes, une des apparitions les plus spectaculaires du nouveau style pictural qui allait dominer les années 1820, 1830, 1840, qui est le style romantique, dont Delacroix est un des peintres les plus célèbres. Et tout comme le radeau de la Méduse, le goût du public à cette époque ne correspond pas encore à ces nouveaux codes de la peinture romantique, si bien que le tableau n'est pas apprécié de tous, même si il bénéficie d'une certaine reconnaissance et il est acheté par le gouvernement, ce qui montre bien que Delacroix en tant qu'artiste et le mouvement romantique ont commencé à s'installer. Mais ce qui va le plus attirer l'attention dans cette toile, hier comme aujourd'hui, c'est ce personnage féminin qui est au centre du tableau, qui guide les émeutiers et qui est ce qu'on appelle une allégorie. Une allégorie, c'est un procédé par lequel, en peinture ou en sculpture, on représente une idée, un concept, comme la liberté ou la République, avec un personnage, généralement de femme, et un procédé qui était utilisé bien avant la Révolution française, dans la peinture du XVIIe et du XVIIIe siècle. On trouvait très fréquemment ce type d'allégorie, mais la Révolution française va se créer un symbole avec le personnage de Marianne dans les années 1790, qui est elle-même une allégorie de la République et de la liberté. Les premières représentations de Marianne sont apparues dans les années 1790 et elles se caractérisaient par ce bonnet qu'on appelle le bonnet phrygien qu'elle portait sur la tête, et elle était généralement représentée comme une femme avec une lance, et en reprenant ces codes, le bonnet phrygien, la lance représentée ou remplacée ici par un drapeau, Delacroix fait une allusion très transparente, très claire, à la Marianne républicaine des années 1790. Mais autant
traditionnellement, on représente les allégories comme des femmes parfaites, fragiles, élégantes. Dans ce tableau, Delacroix fait quelque chose de très différent. Il incarne cette allégorie de la liberté dans le corps un peu lourd d'une femme du peuple. On voit son bras qui est assez épais, ses formes beaucoup plus généreuses que celles des allégories traditionnelles. Sa peau est presque sale, tachée par la fumée, et c'est cette façon de populariser, presque de démocratiser l'incarnation de cette idée pure et magnifique qu'est la liberté ou la république dans le corps d'une femme du peuple qui va esthétiquement et peut-être politiquement choquer à cette époque. Mais l'intention est intéressante. De la part de Delacroix, il y a la volonté de rendre au peuple, de rendre à la réalité les concepts politiques de liberté, de république, qui bien souvent pouvaient être accaparés par une minorité. Et en ça, c'est une œuvre qui n'est pas seulement artistiquement intéressante, mais qui a aussi une charge subversive. Et c'est pour cette raison, au-delà de la force du tableau, de sa dynamique, de son symbolisme, qu'elle a été popularisée, utilisée comme représentation des révolutions populaires. Alors, justement, intéressons-nous à la construction et aux couleurs de ce tableau. Déjà, il faut rappeler sa taille. C'est une très grande toile qui fait 3,60 m de longueur sur 2,50 m de hauteur, et donc les personnages sont représentés à taille réelle, et il faut toujours le rappeler, comme je l'ai indiqué dans d'autres commentaires, que quand ce tableau a été peint, la photographie n'existait pas, les représentations des peintures n'étaient visibles que des gens qui voyaient le tableau lui-même, et donc, comme pour d'autres œuvres des siècles précédents, le fait de représenter des personnages, une scène en taille réelle est extrêmement fort pour les spectateurs de l'époque. On les immerge dans une scène qui peut apparaître extrêmement réaliste, impressionnante, par la taille des personnages, et ce d'autant plus que les images sont rares à l'époque et produisent d'autant plus d'effets sur le public. Le tableau est très structuré. En fait, il y a une pyramide qui a pour sommet la main de la liberté qui tient le drapeau, et ce sommet est placé juste au milieu de la ligne supérieure de la toile et donne une structure extrêmement claire, lisible à ce tableau, avec une lumière qui vient essentiellement de derrière Marianne et qui inonde l'ensemble du tableau avec un jeu. On ne sait pas si Marianne cache
le soleil ou si c'est elle-même qui génère dans son sillage cette lumière, avec bien sûr une signification symbolique assez évidente. Et si on regarde les différents plans, on voit que le tableau est construit pour créer une dynamique, l'impression de vagues qui se succèdent. On a au premier plan, presque comme un marchepied, ces cadavres qui sont accumulés, mais immédiatement au deuxième plan surgit comme une sorte de vague qui remplace la précédente, le personnage de la liberté, et au troisième plan, une foule qui est derrière elle et qui constitue comme la troisième vague qui va venir s'abattre. Enfin, au quatrième plan, à l'arrière-plan, on distingue les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui situe l'action sans ambiguïté dans la capitale française. Et cette succession de vagues qui sont placées face aux spectateurs, rappelons-le en taille réelle, donne une impression comme des vagues d'un océan, celui du peuple, qui viennent se succéder avec une force qui est absolument inarrêtable et qui va submerger, malgré les pertes du premier plan, et finalement l'emporter. Les personnages qui entourent Marianne ou cette allégorie de la liberté sont aussi assez significatifs d'une volonté politique, d'une représentation politique. Il y a à gauche un homme du peuple, à sa droite une sorte de bourgeois. Donc on voit l'idée que les classes sociales luttent ensemble derrière cette idée de la République, et également représentant le peuple de Paris, le petit peuple, ce personnage d'enfant ou de jeune adolescent qui est à droite de la toile et qui lui aussi est célèbre parce qu'on pense que c'est ce personnage qui a inspiré à Victor Hugo le personnage de Gavroche dans Les Misérables, qui ont été écrits bien plus tard. Et ce jeune garçon est donc la représentation traditionnelle la plus célèbre du personnage de Gavroche. Les couleurs sont intéressantes également. En fait, les trois couleurs du drapeau sont reprises à différents endroits de la toile. Le blanc et le bleu se mélangent pour faire le ciel, mais le blanc, le bleu et le rouge sont rappelés à beaucoup d'endroits dans les costumes des personnages, et sont les trois couleurs qui dominent cette toile qui est donc comme inondée par les couleurs de ce drapeau républicain. Et enfin, le jeu des regards est également important. Le personnage de la liberté entraîne le peuple et en même temps veille sur lui. Elle s'assure de son soutien, elle communie avec les deux personnages de gauche qui la regardent et se laissent guider
alors qu'on voit ce personnage suppliant, probablement en train d'agoniser, qui est répandu à ses pieds comme en adoration. Et là encore, on a un jeu avec le concept de l'allégorie, c'est-à-dire que Marianne n'est pas seulement présente pour personnifier, pour représenter une idée. Elle communie, elle fusionne, et même probablement elle émane du peuple lui-même. Et là encore, ce mécanisme des regards donne une dynamique, une forme, une force d'entraînement au mouvement général et contribue à la force exceptionnelle de cette œuvre. Comme toujours, j'espère que ce commentaire vous a intéressé et je vous donne bientôt rendez-vous pour un autre sujet.